Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je ne serai pas là aujourd'hui, donc je tourne cette vidéo vendredi soir. Comme ça, je vais partir en week-end tranquillement. Et de toute manière, généralement, les mouvements du week-end sont souvent annulés le lundi lors de l'ouverture des marchés, notamment à Wall Street à 15h30, heure française. Donc, je vais faire un petit peu une projection sur ce qui pourrait se passer en ce début de semaine, en sachant qu'il ne devrait pas trop se passer des choses pendant le week-end, hormis des sages à la liquidation, ce qui est assez courant le week-end, mais généralement, les mouvements du week-end sont très souvent annulés le lundi, lors de l'ouverture des marchés, notamment à Wall Street. Je vous ai vu une vue en 14 jours, c'est pas mal utilisé sur les investissements long terme et moyen terme, donc je voulais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. On va parler aujourd'hui du Bitcoin, donc je vais essayer de regarder ce qui va se passer aujourd'hui, ou en tout cas ce qui s'est passé le week-end, mais c'est pas très important en réalité, puisqu'on a plus nous une vision long terme et moyen terme. J'aimerais vous parler du BITO, le petit ETF du Bitcoin, qui a été validé, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, quels sont les dangers, est-ce que c'est une opportunité, qu'est-ce que ça peut nous amener, est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est pas forcément une bonne nouvelle, et ça me fait un peu rire en fait ce qui se passe actuellement sur les marchés vis-à-vis de cette annonce-là. En fait, toutes les bonnes nouvelles sont bonnes pour faire la chasse au stop et la chasse aux liquidités, et notamment des liquidités acheteuses bien évidemment. J'aimerais vous parler de quelques cryptos prometteuses, mais en fait ce ne seront pas des cryptos, ce seront autre chose, plutôt des actifs traditionnels, parce qu'on va pas seulement parler des crypto-monnaies sur cette chaîne, on va aussi parler des actifs traditionnels, peut-être un peu moins, bien évidemment, puisque c'est quand même les rois du Bitcoin, mais il y a des trucs qui sont très intéressants, qui se passent dans la dynamique interne au niveau des marchés financiers traditionnels. J'aimerais vous en parler, et également vous faire un petit focus, parce qu'en fait, je pense qu'on est au début de quelque chose de très grand sur les marchés financiers et notamment sur les crypto-actifs. Et j'aimerais qu'on prenne juste en fin de vidéo un tout petit peu de recul en fait sur ce qu'est la crypto-monnaie, ce que ça représente dans le magma de la finance mondiale, pour essayer de vous donner un petit point d'appui sur ce qui peut en fait nous attendre dans les mois, dans les années, voire dizaines d'années à venir. On en parle tout de suite. Avant de commencer, j'aime bien vous parler du Discord. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation. On peut communiquer, bien sûr, discuter des rois du Bitcoin. On peut discuter de tout ce que vous voulez, bien évidemment, des analyses graphiques, de la stratégie des 4 rois. C'est une stratégie que vous pourrez retrouver en fait gratuitement sur ce Google Doc, moi que j'utilise depuis plusieurs années, qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Donc j'aimerais vous la partager et pourquoi pas vous, de votre côté, vous en inspirer. C'est complètement gratuit, n'hésitez pas à vous en inspirer pour créer ou trouver en fait votre propre style d'investissement, que ce soit de l'investissement court terme, moyen ou long terme. On parle sur le Bitcoin, très rapidement. Oui, ça c'était ma charge, j'ai plein de gribouillis là-dessus, mais on va pas en parler, c'est pas du tout intéressant, je la partagerai sur le Discord si ça vous intéresse, tous les gribouillis que je mets. Mais il y a des trucs super cool en fait qui se passent actuellement sur le Bitcoin, notamment en 14 jours. En fait, on voit qu'il y a un espèce d'énorme bloc juste ici. Là, il y a un bloc qui s'est créé, ce qu'on appelle un bloc de chaos, entre guillemets, où il y a eu énormément de clôtures en 14 jours, qui s'est fait toujours au même endroit. Et pareil, en fait, à la baisse, entre guillemets, toujours les mêmes clôtures pour faire rebondir le cours. Donc ça, on a imaginé à un moment donné que c'était une réaccumulation, qui s'est avérée être en fait une distribution. Et au fait, comment on fait? Parce qu'on dit oui, c'est de l'accumulation, c'est de la distribution, mais comment on le sait en réalité? C'est très simple, c'est quand il y a une structure de marché clairement définie. Donc là, on est dans un range, en fait, un énorme range qui a duré longtemps. Et lorsqu'il casse soit vers le sud, soit vers le nord, on dit là c'était de la réaccumulation ou c'était de la distribution. Si ça part vers le sud, on dit que c'est de la distribution. Donc c'est pas grave, ça arrive tout le temps en fait sur les marchés financiers. La question est de savoir où est-ce qu'on réaccumule. En fait, on distribue à un moment donné, mais où est-ce qu'on réaccumule? Et la plupart du temps, on réaccumule où? On réaccumule dans des zones de rechargement long terme. Et là, on en avait trouvé une qui était totalement dessinée, qui était ici, que moi je trace des zones de rechargement en fait qui sont théoriques, qui sont tirées en fait des suites de Fibonacci et des retracements de Fibonacci. Et je crée deux choses, une classe économique qui peut me permettre de prendre quelques ordres ici, ou une classe première. Parce que nous on aime bien les premières classes, et notamment sur les assets assez volatiles et micro-cap, première classe. Et là on peut attendre éventuellement des retracements très intéressants, comme ici, Bitcoin à 20 000, pourquoi pas, avec des structures,
Et ben non, malheureusement, ça tombe, une belle structure en weekly. Et là, on pourra prendre éventuellement lisser des achats pour prendre en fait et lisser l'autre prix au minimum pour acheter du Bitcoin. D'accord? Acheter là, c'est pas bête. Acheter là, c'est très bien. Acheter là, c'est super bien. Acheter là, c'est super super bien. Acheter là, c'est incroyable. Et acheter en dessous de ça, bah, malheureusement, Bitcoin est à zéro. Hein, donc on évite de voir ce genre de choses. Quand le Bitcoin décidera de casser ses précédents lows, ce sera extrêmement mauvais. Et rassurons-nous, ce n'est jamais arrivé. Hein, voilà, ce n'est jamais arrivé. Jamais. Jamais. Peut-être qu'un jour ça arrivera, hein, Bitcoin à zéro, pourquoi pas? C'est de l'arnaque, qui sait? En tout cas, depuis sa création, ce n'est jamais arrivé. Le Bitcoin a toujours été bullish. Il nous a fait très très peur, souvent, hein, on se souvient encore, mais le Bitcoin est extrêmement bullish. Donc voilà. Donc il faut partir du principe que ceci est quelque chose de très solide. Hein. Donc venir clôturer une semaine ou une quatorzaine ici, c'est pas très grave. Hein. D'accord? Si on vient clôturer là, c'est pas grave. Hein. Si on vient clôturer là, un peu plus pénible, hein, parce qu'on passerait en fait en dessous cette énorme résistance précédente qui est devenue un support. On en parlait dans les précédentes vidéos. Donc on aimerait bien que ça fasse un pullback ici et éventuellement qu'on soit complètement dégagé. On aimerait bien. D'accord? Mais on peut imaginer pour les retardataires qui aimeraient prendre un tout petit peu de Bitcoin, qui viennent d'arriver sur le marché, bah, j'ai envie de dire que 58 000 $, c'est pas une mauvaise idée de prendre une toute petite position. Ensuite, d'aller chercher des stops évidents ou en dessous ces lots-là, bah, c'est peut-être pas mal non plus sur les 50 000 $. Et moi, j'en parle depuis quelques jours, hein, mais j'ai bien l'impression que le Bitcoin va nous embêter. Et moi, j'ai bien l'impression que pour switcher les mentalités, c'est où le mieux pour le Bitcoin? Où le mieux pour switcher les mentalités? Pour rentrer dans la peur? Bah, c'est une clôture ici. Si on clôture là-dessous, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs, de talents, hein, sur Internet, sur les réseaux, sur les communautés qui vont dire il faut prendre ses valises et commencer à sécuriser ou prendre beaucoup de profits. Donc beaucoup auront perdu, hein, beaucoup de traders et les fameux futurs millionnaires d'ATH vont partir. Comme je dis souvent, les dernières entrées, premières sorties, évidemment. Est-ce qu'on peut pas éventuellement faire quelque chose comme ça pour revenir ici et repartir? Tout à fait. Mais j'ai bien l'impression qu'une petite clôture ici, pour finir le mois d'octobre, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, en tout cas pour faire switcher les mentalités. Et les certitudes. Douter. Mais bon, moi, qu'est-ce que je verrais? Je verrais tout simplement une continuation haussière, complètement normale, hein, avec un pullback profond, bien évidemment, qui va sortir beaucoup d'acheteurs agressifs, mais on sera toujours dans une dynamique haussière, messieurs, dames. Voilà, pour aller voir de nouveaux sommets. Et je pense encore que ça, ce sera bon pour le marché. Et si ça continue à dégringoler, là, je pense qu'on nous donnera, et j'espère qu'on nous donnera une occasion de hedger notre position. D'accord? Je vais vous le montrer en direct live, en 14 jours. Hop, on peut faire quelque chose comme ceci. On prend les précédents lots, avec le précédent height. On peut imaginer éventuellement un retracement ici. Pourquoi pas rentrer sur le Bitcoin ici, sur du court terme. Hein. Même si je suis en 14 jours, on peut partir que sur du court terme. Hein. Ce sont des zones théoriques de zones de rechargement moyen terme, ici, pour aller chercher notre pullback, notre retracement. Ah ouais, là beaucoup en fait auront peur ici. Hein. En dessous des 50 000, le mentalité switch. En fait, les gens qui ont acheté par ici, quand on arrive ici, c'est normal, ils vendent. Beaucoup de public va vendre ici. Ils ont vu les annonces de la TH, super, c'est bullish. La séance sur Ethereum, c'est in the moon, etc. Malheureusement, les gens qui ont pris ici au niveau de la cassure de la TH et qui vont se prendre du moins 25, moins 30%, ça va pas faire rigoler. Il faudra pas vendre ici. Il faudra pas vendre. Alors où est-ce qu'on vendra? Bonne question. Si à un moment donné en weekly ou en 14, le machin fait ça, donne une jolie structure de marché, revient ici, on pourra avoir une possibilité de hedger notre position. Je vous le remontre ici, je reprends ici mon top, on imagine qu'il y aura un bottom provisoire ici, d'accord? Ce sera très intéressant d'aller chercher une position pour couvrir son portefeuille. Si vous en avez pris ici, si vous en avez pris ici, hein, d'accord? Ce sera intéressant. Ou même si vous en avez pris là, très honnêtement, ça peut être très intéressant de hedger son portefeuille dans la tête d'un nouveau ATH. Ici, on dira take profit ou hedge position. D'accord? Pourquoi? Parce que beaucoup de gros portefeuilles viendront hedger cette position.
Mais ça nous donnera quoi à ce moment-là? Donc on va dire que les acheteurs agressifs seront partis. J'imagine, hein, mais j'aime bien parler de ça. Une jolie séance, complètement confirmée. D'accord? Et là, on pourra partir beaucoup plus fort. Alors pourquoi je pense qu'on va partir beaucoup plus fort? Bonne question. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Tout ce qui est en train de se faire depuis le début, là, on le dit beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur Internet, qu'il n'y a pas de volume. Vous avez dû l'entendre, ça. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volume. Tout est guidé, en fait, par les dérivés. Par les futurs, par les leviers, par les margins, etc. Et il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volume. Bon, d'accord. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de volume. Même si on voit ici en petit, hein, parce que souvent on se met en daily. On aime bien se mettre en daily. Ah si, il y a du volume, regarde, il y a des volumes croissants. Bon, ça baisse un peu, mais bon, il y a quand même des volumes. Regarde, il y a des pics de volume. Oui, il y a des pics de volume, mais c'est rien comparé à ce qui s'était passé en 2017. Ouais, là, il y a du volume. Alors oui, c'est toujours en rapport par rapport à la market cap, etc. Donc c'est pas dit qu'on retrouve des volumes comme ça ou des volumes qui pètent complètement le plafond. Mais on voit qu'ici, là, il y avait de l'engouement en 2017. Et on n'a jamais retrouvé cet engouement, en fait, aujourd'hui. Même pendant toute la montée, là, qui s'est fait en déni total. Hein. Bien évidemment que ça, c'est un prix d'institutionnel qui a complètement été téléguidé. Parce que personne n'y croyait à cette montée. Personne. Enfin, personne. La majorité des personnes pensaient que c'était Bitcoin à 2000. D'accord? Depuis cette chose-là, entre là et là, c'était Bitcoin ici, retracement. Beaucoup de shorts étaient là. D'accord? Donc tout ça, c'est fait dans le déni. Retracement. Personne ne voulait acheter là. Où est-ce que les gens voulaient acheter? Extrêmement simple. Dans une zone de rechargement, d'achat long terme logique. Parce qu'on a eu le temps d'apprendre sur les réseaux, d'apprendre sur les Discord, etc. Comment ça fonctionnait. Pour être un peu plus armé, entre guillemets, pour les marchés financiers. Et là, on disait tous Bitcoin à 20 000. Donc on a bien appris qu'il fallait recharger par là. Bon, on n'a pas donné la possibilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas. On fait ça, on n'achète pas. Non, dead cat bond. Donc on achète où? On achète là. Non, on va attendre la TH. Ok, la TH il est là. Qu'est-ce qui se passe? Oula, une bougie rouge. Mince alors. Ça se passe pas comme prévu l'histoire. Ça se passe pas comme prévu. L'histoire, je pense qu'elle se passe effectivement comme prévu. Et je pense que l'objectif, c'est de partir assez fort. Mais à un moment donné, il faudra sortir les dernières arrivées. En fait, le marché monte toujours avec un minimum de personnes, mais descend avec un maximum de personnes. Et on voit que les volumes sont très bas. On n'a pas vécu ça encore. Et moi, j'ai bien l'impression qu'un truc comme ça, on va le vivre. J'y étais, hein. J'y étais au Covid, là. Ah, je l'ai vu, le bear market. Hein. Ah, j'ai vu ces choses-là, et là, il y a un truc qui s'est passé ici. J'ai vu un truc qui s'est passé ici, moi. Moi, je pense que le machin, c'est que le début. Après, ce sont des suppositions, c'est mon avis, c'est complètement personnel. Moi, je vois que la dynamique interne est totalement bullish en weekly. Je vois que les volumes sont de nouveau croissants ici. Bon, effectivement, il y a une baisse ici des volumes, et puis on a vraiment bien l'impression que ceci, en fait, se fait un petit peu avec les dérivés, voire énormément avec les dérivés. Je vous le montre en 1000, juste ici. Je vous en avais parlé sur une précédente vidéo, sur l'open interest et nos volumes. D'accord? Que là, en fait, quand on passe le petit point bleu, c'est pas joli pour le Bitcoin. C'est pas joli pour notre spot. On vient vite recharger. Et là, on a effectivement un pic historique d'open interest. Alors, c'est complètement corrélé par rapport au prix. Hein, c'est pas parce que le bleu monte, entre guillemets, la ligne de l'open interest, donc de l'ensemble des dérivés sur les marchés, notamment des cryptoactifs, est très élevé. Si le prix est corrélé à ça, ça va. Par contre, c'est quand les open interest sont décorrélés par rapport au prix spot. Là, c'est moins joli. Et on le voit bien sur le pic bleu qu'il y a juste ici. D'accord? Si on le prend en Bitcoin, parce que là j'avais tout, si je prends juste le Bitcoin, on y va. Bon, on voit que ça commence à monter fort là. Hein. Effectivement, ça monte très très fort. En fait, ça monte beaucoup plus fort ici que ça ne montait ici. Donc là, les gens, ils ont passé la seconde. On l'avait vu dans une précédente vidéo. Et quand je passe sur juste Ethereum, aïe, on passe notre petit pic bleu là. Là, on a passé vraiment l'accélérateur. Alors pourquoi on a passé l'accélérateur? Très simple, hein. On a quasiment confirmé, je crois qu'on l'a confirmé. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce qu'on a clôturé notre séance en weekly? On va attendre la clôture de la bougie. Hein. Mais bon, si on clôture ça, si on clôture ici, hein, au-dessus de ces précédents heights, même si on n'a pas fait encore d'ATH, visiblement sur Ethereum,
On est passé à quelques dollars de l'ATH. C'est bien, ça fait réfléchir les mentalités. Ça veut dire qu'il y a des gens qui maîtrisent ce marché. Ça, c'est des appels qu'on nous fait. Hein. Si on se dit, c'est pas vous, public, hein, qui gérez ce marché, c'est nous, hein, quand on les arme. Hein. C'est pas vous. Hein. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils veulent lancer dans la Lune ou est-ce qu'éventuellement ils veulent revenir ici pour acheter beaucoup moins cher de l'Ethereum. Mais en tout cas, si on clôture ici, pour les mentalités, ce serait très positif. Voilà. Là, on est vraiment bullish. Hein. Sur Ether, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord ? Aucun problème. Hein. On va faire des heights, je pense. Boum, boum, boum. Et on y retourne. Mais on ira... je pense que sur les tasses séances, le pullback, il est juste magique et généralement profond sur les alts. C'est vraiment pour faire sortir les dernières arrivées. Très important. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça, sur Ethereum et sur le Bitcoin. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Je ne crois pas. Moi, ça me va bien. C'était juste vraiment pour vous montrer ces volumes-là qui avaient été exécutés en 2017. Et on est très très loin de ça. Et on avait vu aussi sur Google Trends, sur la notoriété des recherches actuellement sur un mot clé donné, par exemple Bitcoin, est très inférieur par rapport à 2017. En fait, tout le monde s'en fiche aujourd'hui du Bitcoin, même s'il a... Enfin, c'est quand même incroyable. Il était à 10 000 $, c'était la roi du monde. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle découverte de prix. On en parle peu, à part un peu de l'ETF, etc. Et puis de la mèche de fin de semaine dernière sur Binance US. Bon, bah voilà, on essaye de piquer un petit peu sur des mauvaises nouvelles, un petit peu de FUD, etc. pour essayer de piquer les mentalités. Bon, mais il n'y a pas beaucoup de mouvements sur les marchés. D'accord ? On va parler un petit peu du Bito. J'avais envie de vous en parler, parce que c'est toujours très drôle. On parle du Bito et plus d'1 milliard d'échanges sur les contrats de l'ETF, etc., qui ont été proposés. C'est un record ultime. Alors, c'était quoi le dernier truc qui avait été aussi à 1 milliard ? Je ne me rappelle plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'était à 1 milliard ? Quel ETF ? Je sais plus. Bon, je l'ai vu tourner, mais je vais vous dire une bêtise, donc je préfère rien dire. Bon, on voit que c'est pas très joli. On a un joli pic ici, donc première arrivée, hein, comme on dit, premier sorti. Hein. Voilà. Buy the rumor, sell the news. Tout simplement, allez, on nous a laissé un petit sourcil parce qu'on a senti que le peuple était chaud sur cet ETF. Donc on va laisser les gens acheter. On va laisser les courtiers et nos conseillers financiers nous dire mettez un petit peu de votre capital, mettez un peu de votre PEL sur l'ETF, c'est marrant. Donc moi je dis ça en France, mais c'est actuellement qu'aux États-Unis, c'est difficile hein, en Europe et dans les autres pays du monde de souscrire en fait des ETF, des Exchange Trading Funds à Wall Street. C'est pas évident. Hein. Il y a des règles, on peut pas le faire simplement. Donc on peut dire que là c'est purement américain. Donc on voit que les Américains étaient motivés. Hein. Ils étaient chauds les Américains et derrière, allez, ils sont punis immédiatement et on verra où ça nous amène. Hein. Parce que si on a vu une clôture ici, je vais regarder juste là-dessus. Au niveau de... Voilà, là il y a eu des échanges jusqu'à la clôture ici, moins 10%. Bon, c'est gentil, hein, sur les crypto-actifs, c'est quand même gentil, moins 10%. Hein, on va pas tout de suite les vacciner, les nouveaux entrants américains et internationaux sur le Bitcoin. Généralement, on se fait vacciner du Bitcoin sur ce genre de choses, hein, je vous le rappelle. Voilà, là, c'est une bonne vaccination. Je vais passer en weekly. Voilà, donc ceux qui sont montés ici sur Bitcoin à 1 million, la vaccination, elle se fait là. Voilà, ça, c'est une vaccination. Voilà. Vous avez pris votre première dose sur le Bitcoin. Vous prenez à moins 50%. Donc ça veut dire que l'intégralité des leviers ici et des dérivés qu'ils ont plus ou moins achetés ici, hein, d'accord, dans ce gros paquet-là, parce que là, si ça distribue au niveau des baleines, c'est que derrière, il y a des acheteurs et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits qui achètent, en fait. Et c'est là qu'ils distribuent. Généralement. Boum. Allez, en levier, ça fait du bien aussi. Moins 50%, c'est sorti, on réaccumule. Super. Donc là, c'est aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc moi, je vois un Bitcoin donc aujourd'hui, mais en fait, moi, je tourne cette vidéo vendredi soir, au même niveau, au niveau des 60 000 $. Voilà. Mais je préconise toujours, et j'ai une vue, en fait, sur une clôture du mois d'octobre, aux alentours des 50 000 $. Et j'aime bien aller... j'aime bien voir si on peut titiller, effectivement, éventuellement, cette précédente ligne de coup, hein, ce précédent height, les éléments-là, et une clôture ici dans les mentalités, ce serait très bearish. Et tout le monde dira, on part. Et je vais vous expliquer pourquoi, et ça c'est mon expérience qui parle, parce que ça fait quand même quelques années que j'y suis. Vous imaginez bien que si on clôture une bougie ici en weekly, d'accord, quand on va travailler sur le mois de novembre, début novembre, et qu'on va venir faire une petite clôture ou une petite chose ici, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ici ?
En fait, les gens vont shorter. Les gens vont shorter massivement. Pourquoi les gens et les nouveaux vont shorter massivement? Parce qu'ils ont compris que ici, en achetant, ah bah ça marche, ça monte. Mais quand ça descend, ça fait mal au porte-monnaie. Donc en fait, dans l'état d'esprit des nouveaux entrants, bah c'est bearish. D'accord? Et vous allez voir, hein, sur Internet, c'est bearish, ça a clôturé là, on est en dessous ça, on repassera jamais. Donc si on repassera jamais là, qu'est-ce qui se passe ici? On short. D'accord? Ou on protège notre position. On pourra projeter à ce moment-là notre position, on y réfléchira ensemble. Et ici, je short. Et ça permet quoi en fait? Bah, ça permet de donner du jus pour partir très fort au nord. Voilà ce que je vois. Ça fait plusieurs jours que je vous en parle, voire semaines que je vous en parle. Depuis le début, hein, je vous en parle, je pense d'ailleurs. Je pense que ça, c'est le scénario le plus probable. Parce que ici, j'espère que le sentiment aura switché et qu'il y aura beaucoup de shorts. Et on le verra sur notre petit indicateur de CoinAnalyse. Et d'ailleurs, on voit ici, bah, ça longue. Hein. On voit notre ratio long-short. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, ça monte. Et nos shorts, ils descendent. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le dip, 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 on prend le dip. Accélération du cours, 50 000 euros. On clôture à 48 000. Le pire truc. Derrière, ça remonte. Les gens shortent ici. Et derrière, bam, ça repart. Voilà, ça c'est mon pronostic, j'en parle depuis quelques jours, je vais, à partir de la semaine prochaine, donc à partir de demain, j'en parlerai beaucoup moins de ce genre de choses, je serai beaucoup moins long sur ce type d'explication, parce que c'est pas l'objectif non plus des vidéos YouTube, comme ça je vais faire une vingtaine de vidéos en rentrant vraiment dans le détail, et puis après, à partir de la 21e, on va accélérer, et on essaiera de se bloquer à 15 minutes par vidéo maximum. Ok? Ça c'était la première chose. On part tout de suite sur des actions, sur des assets, sur des stocks internationaux que j'adore en ce moment. Je vous en avais parlé peut-être dans les premières vidéos des rois du Bitcoin, mais j'aimerais vraiment vous en parler. On va commencer par Alibaba. Pourquoi Alibaba? Parce qu'on a une petite nouvelle, comme ça Jack Ma était revenu en Chine, je crois, avec les honneurs, ou en tout cas ça se passe bien, ou il va délocaliser, je ne sais plus trop quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et bien c'est bien pris par le marché. Hein, ici, on le voit bien. Bon, on a une jolie remontada sur Alibaba. Et je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce que je reste en weekly, bien sûr. Hein. On voit la dynamique ici, vous voyez. Je remets mon pinceau. Ici, la dynamique revient haussière. Et si on arrive à clôturer ce tout petit truc-là, tout mignon. Voilà, hop, ça je vous l'enlève. Voilà, si on clôture la semaine ici, et je crois que c'est bientôt clôturé, là, à quelle heure il est? Je crois que ça ferme à quelle heure la bourse asiatique, vers 2h du mat, 4h du mat, je sais plus à chaque fois ces trucs-là. Je le sais, je le note et je l'oublie. Bon, c'est pas grave. Si on clôture ici en weekly, on est d'accord qu'Alibaba, la dynamique interne d'Alibaba redevient bullish. D'accord? Donc ça, je vous ai vous en parlé, ça tombe bien, Jack Ma est revenu. Génial. On était venu dans notre zone de rechargement long terme. D'accord? Vous vous rappelez, hein? On avait tracé notre Fibo, on avait tracé notre classe Eco, on a classé notre première classe. Génial de prendre un ordre ici. Génial de prendre un ordre ici. Ça remonte, super. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Dead Cat Band. Eh oui, Dead Cat Band. Alors, c'est quoi un Dead Cat Band? Très simple. C'est ce qu'on appelle le rebond du chat mort. On triste notre Fibo. D'accord? On va donc regarder notre premier arrêt, 382, ici. On peut imaginer que si le cours fait quelque chose comme ça, déjà ce sera très positif en weekly, W weekly, magnifique. J'aimerais l'avoir un peu plus profond, ceci étant dit. On peut très bien ici renverser cet énorme W weekly, très bullish, par un énorme M. Double top weekly. Ça, très très bearish. Dead Cat Band, on rebondit sur notre 382, qui est très utilisé en fait par les robots traders et les traders institutionnels et particuliers. C'est des suites en fait logiques parce que tout le monde les voit et et les marchés financiers réfléchissent un peu comme des robots. Et l'idée, c'est de réfléchir comme un robot. L'objectif, c'est de voir ce que tout le monde voit en même temps pour pouvoir agir sur un marché. Si ici on dit Dead Cat Band, en fait tout le monde va vendre entre guillemets à peu près ici ou ici ou ici. Et ça permet en fait d'accélérer en fait les mouvements. Il faut juste pas rester accroché à ses idées, tout simplement. Il faut suivre en fait la foule. Il faut suivre les gros. Et on essaye en fait de tirer notre épingle du jeu et prendre des profits opportuns. Si jamais ça casse ici, on ira faire probablement un tour dans notre zone de rechargement de vente moyen-long terme logique, d'accord? Donc soit take profit, parce qu'on pourrait prendre un petit take profit de ce qu'on vient de faire ici, d'accord? Soit hedger notre position. C'est-à-dire que si ça fait ça, c'est pas grave, notre position sera couverte. Ok? Et je vous le note pour ceux qui nous rejoignent et qui viennent d'arriver sur
les rois du Bitcoin, même si on parle d'Alibaba, d'accord, sur toutes les autres vidéos précédentes, on a parlé de pas mal de petites assets. N'hésitez pas à aller les regarder, bien évidemment. Donc soit Edge Opposition, soit Take Profit. Edge Opposition, pas de problème. Ça nous aurait fait une petite poussée de combien si on avait fait un ordre par ici, là? Bon, 85%, c'est pas mauvais. Et là, actuellement, on est à plus 20%. D'accord? On peut prendre un petit Take Profit, tranquille, ici sur les 382 si vous voulez. C'est pas impossible. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu pénible, hein. Je vais revenir en arrière, de faire ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est super sympa. J'ai une petite action là que j'adore en fait et je vais en acheter, c'est certain. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être vraiment cool et je pense que ça va vous faire plaisir et sourire surtout. Donc imaginons un dead cat bond ici et puis à ce moment-là, bon, on attendra éventuellement une structure en W weekly. Ici, on peut prendre ici un ordre et on attend une jolie structure pour doubler notre position. Et là, on pourrait voir s'il y a des nouveaux sommets. Sachant qu'aujourd'hui, la capitalisation d'Alibaba, à l'heure où je vous parle, me semble-t-il, c'est 500 milliards de capitalisation. 500 milliards de dollars. Formidable. À comparaison, Amazon, c'est 1,7 billiard. Donc c'est 1700 milliards. Billiard, c'est milliard en américain. Bon, c'est pas grave. 1700 milliards de dollars de market cap, de capitalisation côté Amazon. Est-ce que Alibaba a la possibilité d'avoir la capitalisation d'Amazon? Tout à fait. On peut faire un x3 là-dessus. Aucun problème de faire un x3. Hein? On peut très bien voir un Alibaba actuellement à 177 dollars. Hein, c'est déjà monté haut, hein, c'est déjà monté à 300. Pourquoi pas le voir à, je vais dire une bêtise, à 600? Complètement réaliste. 600 dollars chez Alibaba. Première chose. Deuxième action que j'adore en ce moment, que j'aime bien. Alors j'adore, attention. J'adore l'approche. J'aime pas un peu ce qu'ils font parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur cette action-là. C'est vietnamien. Coréen, excusez-moi. Ça s'appelle Compound. Compound, c'est l'Alibaba ou le Amazon coréen, me semble-t-il. CPNG. On y va dessus. Donc, et beaucoup de mal sur cette action parce qu'il y a eu, je crois, j'ai vu passer ça, je m'y intéressais, 1 millier de salariés, hommes et femmes, ont porté plainte ou s'est monté un peu partie civile par rapport à de l'harcèlement, harcèlement moral, harcèlement physique, harcèlement sexuel. Bon, très mal quoi. Ça va pas du tout dans cette boîte apparemment. Bon, c'est un très gros employeur aujourd'hui au sein de la Corée. Ils ont vraiment des obligations très fortes. D'ailleurs, Bill Gates a acheté 5 millions d'actions début 2021. Donc, s'il a annoncé début 2021, je ne sais pas trop combien était le truc de l'introduction. Je ne sais pas si c'était 35 dollars, mais je ne sais plus trop à combien c'était. Il ne les a pas vendus, jusqu'à preuve du contraire, et aujourd'hui, c'est une market cap de 50 milliards. Donc, est-ce que ça peut être intéressant? Alibaba, aujourd'hui, connu, reconnu, ça marche, ok, pas de problème, c'est une baraque à cash, ok, c'est 10 fois plus valorisé. Et on aime bien, sur les marchés financiers, souvent, les spéculateurs, en fait, anticipent des valorisations, on peut parler de Tesla, félicitations pour ceux qui ont des Tesla, qui viennent de faire un nouveau plus haut, formidable. Anticipe de façon très lointaine les capitalisations possibles, probables d'une entreprise, tout simplement. Donc, est-ce que ce truc peut valoir ou pas, à minima, la capitalisation d'Alibaba? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jack Ma, je sais pas moi, Jack Ma en prison, boum, Alibaba tombe, et Compound pénètre le marché chinois, accueille les bras ouverts, j'en sais rien. Ou la fille de je sais pas qui en Chine se marie avec le patron de Compound. Je dis n'importe quoi, mais on imagine en fait des news dans ce sens-là, qui va à un moment donné nous proposer des structures de marché en weekly pour derrière après repartir peut-être très fort. D'accord? Pourquoi j'adore ce type d'action? Parce que j'aime bien en fait quand on se prend une grosse claque à l'introduction de moins 60%. Ça se passe pas que sur les cryptos, hein. On est sur un marché quand même liquide là. Truc à 50 milliards de valo, hein. C'est 2 fois Orange, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut attendre ici? Là, dans cette structure ici, j'attendrai obligatoirement des structures de marché. Et vous en avez eu une ici de structure de marché, un énorme W weekly qui a été clôturé. C'est coquin ça, hein? Ça a été clôturé quoi. Ils l'ont clôturé juste au-dessus, boum, dessus. Donc ici on peut prendre un achat par exemple. Mais par contre on ne met pas tout son capital. Bon voilà, Dead Cat Bond, je sais pas quoi, FUD, 1000 personnes... 1000 personnes sur agression X ou Y. Je cautionne pas du tout ce genre de choses. Moi, je regarde des graphiques. Hein. D'accord? Si ce truc doit tomber à zéro, ce truc tombera à zéro. C'est pas grave. J'y perdrai pas ma maison.
clairement. Donc on peut imaginer un achat ici, éventuellement un achat ici. Quand ça clôture là, c'est pénible. Et ouais, là, faut pas s'accrocher à ces positions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On revend, on prend notre perte, on accepte. Donc ça nous fait du moins 15% à peu près. Ou éventuellement, on dit non, je laisse parce que c'était mon idée de départ. Stratégie des 4 rois, un peu améliorée là, ou un peu modifiée. Et puis, prochaine structure, ou sur ce top là, je prends une position. Et après, j'attends une vraie structure de marché en weekly ou en monthly pour la prendre, doubler ma position d'ici. D'accord? Alors ça va faire quoi? Ça va faire 1%, 1% et 2% de mon capital, ou 0,5%, 0,5% et 1% de mon capital pour faire un 2% de mon capital au total, sur un capital de 10 000, de 1000, de 100 000, de 1 million d'euros. Honnêtement, si ce truc part à 0, 2% du capital, vous vous en remettrez. En tout cas, moi, je m'en remettrai. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai l'impression que ce truc pourra peut-être valoir un Amazon demain, dans 20 ans. Dernière action que je voulais vous parler, petit coup de cœur. Mais avant ça, je vais vous parler d'autre chose. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est cool. Vraiment, j'ai vraiment envie de vous en parler de ce truc. Bon, peut-être que ce ne sera pas une surprise pour vous, mais en tout cas, pour moi, ça m'a fait... J'ai vraiment envie de vous en parler. Que représentent les crypto-monnaies sur la masse, entre guillemets, des marchés financiers, des bons du trésor américain, des bons du trésor tout court, etc. Il y a un truc qui tourne pas mal en ce moment sur Internet et sur Twitter. C'est ce petit graphique-là. Vous avez dû le voir quelque part passer sur YouTube ou sur vos réseaux sociaux préférés. On voit en fait que tout ce grand schmilblick-là, donc les stocks US et toutes les actions US aujourd'hui cotées au Nasdaq, c'est 20%. C'est 20% du monde. Hein. C'est énorme en fait. Pour la petite histoire, combien ça représente 20%? C'est 20% de quoi? C'est 20% de 250 000 milliards. Aujourd'hui, l'intégralité des valeurs des entreprises US, en termes de capitalisation, c'est 50 000 milliards de dollars de valorisation. C'est beaucoup, hein, 50 000 milliards. Comparé au PIB français, c'est 2500 milliards, je crois, le PIB français. Vous faites votre ratio, hein, on est ridicule par rapport aux boîtes américaines. Enfin, vous me direz, Apple, c'est déjà le PIB français. Donc ça peut aller vite, hein, vous en rajoutez quelques milliers derrière, ça fait quand même beaucoup. D'accord? Ensuite, on a les stocks. Donc ça, c'est tous les stocks en fait, du reste du monde. Le CAC 40, le DAX en Allemagne, le Nikkei au Japon, etc. Ok? 28%. Ensuite, on a les bons. Tous les bons du trésor hors américain. Donc par exemple, les bons du trésor français. Beaucoup appréciés par les Canadiens, par les Japonais et par le Qatar aussi un petit peu, je pense. Tous les bons de tous les pays du monde, entre guillemets. Donc ça, c'est les bons d'État. Et les bons US qui représentent 18%. Tout ce gros schmilblick-là, ça représente grosso modo 250 000 milliards de dollars. Et dans tout ce schmilblick, dont 250 000 milliards de dollars, 1%, ça fait 2,5 milliards de dollars. 2500 milliards de dollars. On est d'accord. Et c'est bien la market cap, ici, grosso modo, du total qui fait 2532 milliards de dollars de capitalisation sur l'ensemble des cryptoactifs. Ok? Capitalisation boursière crypto totale. Vous le trouvez hein, si vous devez connaître, mais si vous ne l'avez pas, allez-y, c'est toujours rigolo parce on est venu casser cette trainline. Peut-être un petit rebond ici et repartir à la hausse. Allez, on verra bien. On n'en parle pas. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, très intéressant. Donc prenons un peu de recul par rapport à ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est très important. 50 000 milliards, c'est des gros chiffres, c'est difficile à comprendre pour le commun des mortels. 250 000 milliards, c'est juste incroyable. Il faut retenir juste un truc. En fait, sur les marchés financiers, il y a de l'argent. Voilà. Et cet argent, il ne vient pas et il ne disparaît pas du jour au lendemain. Cet argent, il circule. Il n'y a pas 36 solutions pour détruire de la monnaie. Le plus simple, c'est de rembourser un crédit. En fait, les banques en fait, ne nous donnent pas de l'argent quand on achète une maison. En fait, ils font ce qu'on appelle un crédit, donc une ligne de code sur un tableau Excel, en unité de compte. Cette unité de compte est comment on dit ça, est convertie en euros. Comme ça, vous avez des vrais euros qu'on peut après retirer à la banque au guichet, etc. Même si on ne paye pas notre maison en argent liquide. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Comment on détruit la monnaie? C'est très simple, en remboursant notre dette. On détruit de la monnaie en remboursant notre dette. Or, on a bien compris que les dettes d'État ou l'ensemble des dettes du monde ne faisaient que s'amplifier. Et ce, depuis les années 70, me semble-t-il. Peut-être en Allemagne, il y a eu quelques excédents, mais en gros, la dette, au niveau monde, ne fait que grossir, et depuis toujours.
On va résumer comme ça. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je n'en sais rien. Je ne suis pas économiste. Par contre, ce que je sais, c'est que cet argent-là, il ne va pas être détruit du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il va faire, cet argent-là? Il va se déplacer. Et il se déplace de marché en marché. Formidable. L'inflation est-il une bonne chose pour les marchés financiers? Non. Pourquoi l'inflation n'est pas une bonne chose sur les marchés financiers? C'est extrêmement simple. C'est pas parce qu'il y a plus d'inflation que les marchés financiers baissent. C'est parce que pour contrer l'inflation, généralement les bons du trésor, et notamment les bons du trésor américains, gérés par la Fed, augmentent leur taux. L'objectif d'un super riche, l'objectif d'un méga riche, c'est quoi? C'est pas de perdre d'argent. Un méga riche ne veut pas forcément gagner de l'argent, même s'ils veulent indirectement gagner de l'argent. Mais ils veulent gagner de l'argent en prenant le moins de risques possible. Quand vous achetez des bons du trésor américain en taux négatif, en fait vous perdez de l'argent, mais vous perdez peut-être moins d'argent que s'il y a un crack boursier. Certes, mais on peut imaginer que cet argent est complètement garanti. Le jour où il y a un défaut d'un pays, ce qui aurait pu se passer en Grèce par exemple, ça va faire très très mal. Le jour où la France ne voudra plus ou ne pourra plus rembourser sa dette, ça fera très très mal. Pareil pour les États-Unis, pareil pour la Chine, pareil pour le Japon. Ok, mais on n'y est pas. Et on y est. Et je pense qu'on est très loin d'y être en réalité. Pourquoi? Parce que avant ça, on connaîtra une hyperinflation. Avant ça, on connaîtra plein de choses. Et je pense que avant que les États tombent, il y a beaucoup en fait de personnes dans la rue qui vont tomber. Parlez juste un truc pour récupérer un max d'argent, par exemple en Europe. Si on commence on en a parlé un peu sur les réseaux, je fais une toute petite bifurcation, je suis désolé, on est lundi, mais c'est intéressant. Si on commence à taxer les papis et les mamies ou les personnes qui ont déjà remboursé leur crédit immobilier. Aujourd'hui, que vous ayez une maison avec un crédit immobilier, vous payez tout autant d'impôts. Vous payez des impôts que vous soyez propriétaire, locataire, sur le revenu, je parle par exemple, mais en fait, ça ne change pas dans votre niveau de vie, que vous ayez un crédit immobilier ou pas. Vous êtes bien obligé de vous loger, certes, mais ça ne change pas par rapport à votre niveau de vie. Le jour où vous avez remboursé, vous avez fini de payer votre maison, vous avez 57 ans, par exemple, ou 52 ans, je ne sais pas sur combien de temps vous l'avez pris, jusqu'à temps que vous soyez à la retraite, généralement, c'est là où vous avez vos meilleures années en termes de rémunération, et vous ne payez plus de crédit foncier, de crédit d'emprunt bancaire sur l'immobilier. Donc votre niveau de vie explose à ce moment-là. Pourquoi ne pas taxer ces gens-là? Également, il y a énormément de niches fiscales par rapport aux successions et aux droits de succession. Assurance vie, 160 000 euros par enfant, 50 000 euros par enfant, 50 000 euros par enfant et par ascendant, par cousin, par nièce, avant 70 ans, avant 80 ans. Je pense qu'un jour, on mettra un gros coup de pied là-dedans et qu'on va payer vraiment. Voilà, il n'y aura plus vraiment de niche, etc. Et ça a commencé avec notre président de la République actuellement en place, sur les niches de conventions collectives dans les entreprises. C'est aussi ce qu'il est en train de faire avec les retraites. Eh oui, que vous soyez à la SNCF, que vous soyez à la Poste, ou que vous soyez dans le privé, ce sera pareil, retraite à point et en avant gagnant. Économie exigée sur les 5 prochaines années, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, ça c'est de l'esbrouf. Il faut voir les trucs à 60 ou 100 ans. Un État ne réfléchit pas comme une entreprise, ou un État ne réfléchit pas comme un particulier. Riche ou pas riche. Lui, il réfléchit à 100, 150, 200, 250 ans. D'accord? Donc je fais juste une note par pied, mais c'est vraiment important d'essayer de prendre du recul dans cette vidéo. D'ailleurs, j'aime bien parler de ça, parce qu'aujourd'hui, 250 000 milliards de dollars, il faut quand même savoir que c'est 2,5 fois le montant du PIB mondial. Incroyable. Donc ça veut dire que l'ensemble des richesses de la planète générées est 2,5 fois inférieur à l'ensemble des liquidités qui, aujourd'hui, circulent sur les marchés financiers. Alors pas que les marchés financiers, les riscos, mais aussi les riscon, mais aussi les risk-off, comme les bons du trésor, etc. D'accord? Donc ça, c'était un truc super important. Également, je vais vous montrer un truc super sympa, je l'avais noté ici. Aujourd'hui, voilà, le equity market value en US en millions de milliards, enfin en millions, donc ça veut dire que ça fait 48 000 milliards de dollars. C'est un truc qui date de septembre, du 30 septembre 2021. C'est récent ce machin, hein. Super. Vous allez voir en 2008, c'était drôle, hein, pendant la grosse crise. Ici, 2007-2008, c'est passé de 20 000 milliards à 11 000 milliards. Enfin, ça a été divisé par 2. On imagine que s'il y a une nouvelle crise pire que 2008, on en parle beaucoup sur le réseau. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Évidemment, on en parle, c'est le crack, c'est le machin. Apple à zéro, Amazon se casse la tronche, etc. Bon, le S&P vient faire un nouveau sommet aujourd'hui. Félicitations à tout le monde, c'est génial. Les voyeurs sont dans le vert. Je dis pas qu'on va pas se prendre une claquosse avant la fin du mois. Je dis juste qu'aujourd'hui, rien n'indique qu'on est dans un crack. Et rien n'indique aussi que nous sommes dans une situation de bulle. Important. On n'est pas encore dans une bulle aujourd'hui. Rien ne l'indique, en tout cas.
certains actifs, effectivement. Bon, bref, on ne va pas revenir dans le débat. Mais l'idée, c'est ça. C'est où est passé 2008, 11, 15, 17. Mais l'argent, il n'a pas disparu, là. Hein. Entre 19 et 11, entre 19 000 milliards, enfin 20 000 milliards et 10 000 milliards, l'argent, il n'a pas disparu, là. On dit beaucoup, voilà, la moitié des machins, moins 50% sur les marchés financiers, c'est incroyable, c'est machin, c'est la terreur. Non, mais l'argent, en fait, il ne disparaît pas. Hein. L'argent, il se déplace. Il se déplace dans deux choses. Quand il y a un crack sur les marchés financiers, il se déplace dans les devises, euros, dollars, yens, ce que vous voulez, dans les devises généralement fortes, mais il se déplace aussi sur des bons du trésor. Et ça fait exploser les bons du trésor. Pourquoi ? Parce que quand les marchés se cassent la tronche, bah on va là où il y a plus de sécurité. Où il y a le plus de sécurité, généralement les devises, l'or, les métaux précieux, bien évidemment, les matières premières, pourquoi pas, le gaz, etc. Donc là, d'ailleurs, on voit une montée du gaz notamment et du pétrole. Ça peut être, c'est pas une valeur refuge indirectement. Parce que quand il y a une crise financière, généralement, il y a moins d'emplois. S'il y a moins d'emplois, il y a moins de déplacements. S'il y a moins de déplacements, il y a moins de consommation, donc moins de pétrole. Bref, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais on imagine ça. Ou les bons du trésor. Américains, européens, BCE, etc. D'accord ? Et aujourd'hui, on voit que entre 2008 et 2021, donc en 10 ans, le machin, il a pris x5. Waouh, pas mal. x5. Donc l'intégralité, grosso modo, l'equity market value sur les marchés US de Wall Street, x5. Est-ce que notre niveau de vie, nous en France, a fait x5 ? Est-ce que le niveau de vie des Américains a fait x5 ? Pas du tout. Comment c'est possible qu'il y ait autant d'argent ? C'est juste qu'à un moment donné, il y a une concentration d'argent de quantitative easing depuis 2008 qui n'a cessé en fait d'amender les marchés financiers en achetant des titres d'actifs. On va pas faire le monde, vous avez énormément d'informations là-dessus. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave. Ils peuvent continuer comme ça jusqu'à en fait, recouvrir de billets de banque la planète. Tant qu'il y a assez de papier, pourquoi pas le faire ? À quel moment ça s'arrête ? Qui décide que ça s'arrête ? La psychologie. La psychologie. Le crack du Covid, pourquoi c'est arrivé le 12 mars ? Pourquoi c'était pas le 17 mars et pourquoi c'était pas le 3 février ? On était quasiment tous confinés, enfin 2 semaines plus tard on était confinés. Pourquoi ce jour-là ? Psychologie. Est-ce qu'on est préparé à ce genre de choses ? Non. Est-ce qu'on va avoir un crack de 50% et on va le voir arriver ? C'est jamais arrivé en fait. On n'a jamais vu des cracks de 50% et on les a jamais anticipés. Alors oui, il y a des gens sur Internet qui vont les anticiper sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui vont en parler toute l'année et puis un jour ça va tomber. Ah bah voilà, il avait raison. Ouais, mais en fait ça fait depuis 2005 en fait qu'il dit qu'il y aurait une crise. Hein. Bravo en 2008 et puis depuis 2012 il dit qu'il y a une crise. Donc évidemment ça va arriver la crise. Évidemment qu'elle va arriver. À quel moment et à quelle fréquence ? Rappel aussi pour ceux qui viennent d'arriver sur les marchés financiers et qui ont un peu peur. Soyez prudents, bien évidemment. On ne fait jamais all-in, on ne met pas tout un capital ou toutes ses économies sur un truc. On ne fait pas ça. On essaie de se former. On regarde les vidéos des rois du marché, du roi du Bitcoin, et on va sur le Discord du roi du marché. On vous aidera, bien évidemment, et avec grand plaisir. Et c'est clairement ça qu'on va essayer de créer ensemble, cette communauté-là. C'est pour pouvoir avancer ensemble, pas sur du court terme, mais plutôt du moyen et long terme. Ça, c'est important. Il faut que je respire un petit peu. Mais concernant en fait notre pouvoir d'achat, et je voulais rebondir là-dessus, en fait, c'est pour vous dire que l'argent se déplace, et l'argent, aujourd'hui, depuis 2008, 2010, 2012, a massivement été dans les marchés financiers. Ça, c'est important de le dire. Mais est-ce qu'il est allé dans notre poche ? Nous, les Français, par exemple. Prenez en fait juste l'indicateur du SMIC, même si aujourd'hui le salaire moyen en France c'est 2 000 € brut par mois, ou 2 000 € net par mois, je ne sais plus, médian, moyen, entre les deux on peut regarder sur Internet. Bon, grosso modo, dans les années 2000, le SMIC était à 1 082 €. On pensait que c'était beaucoup moins. Moi, je pensais que c'était beaucoup moins, j'ai regardé sur Internet récemment. Et aujourd'hui, le SMIC, en brut, il est à 1 425 € brut. Ok, donc grosso modo, il a augmenté de 34%. J'ai fait le calcul. Donc le SMIC entre 2000 et 2021, augmentation du SMIC, 34%. On vous parle beaucoup de l'inflation. Le SMIC est indexé à l'inflation. Si on prend les indices de l'INSEE, je crois que c'est l'INSEE qui nous donne les codes de l'inflation. Enfin bref, ce qu'on trouve sur Internet. Grosso modo, l'inflation entre 2000 et 2021 a augmenté de 25%. Donc qu'est-ce que vous venez de nous embêter ? Nous disent nos représentants. Le SMIC est plus valorisé que l'inflation. Ok. Bon, après, il y a beaucoup de calculs. On fait un truc rigolo. On prend généralement la baguette de pain ou le litre d'essence. Le litre d'essence, le litre de gasoil en l'an 2000, en 2001 ou 2002, c'était 75 centimes d'euros. Bon, effectivement, on a une hausse du carburant aujourd'hui. C'est pour ça que je vous en parle, c'est rigolo. Bon, c'est grosso modo 1,60 ou 1,50 actuellement. x2. On prend l'exemple de la baguette de pain.
La baguette de pain traditionnelle en boulangerie, 0,42 centimes d'euros, 43 centimes d'euros. Aujourd'hui, 95 centimes d'euros. Véridique. Plus que x2. Et un dernier truc que j'adore prendre, moi, c'est mon indice Big Mac. Bah ouais, le Big Mac, c'est connu par tout le monde sur la planète. Est-ce que vous vous rappelez le prix d'un Big Mac en France en 2000 ? Bon, c'était en francs. C'est 16 francs 40 ou 16 francs 70. Bref, c'est très drôle parce qu'à l'époque de passage en francs à l'euro, on pensait que l'euro était en fait basé sur le Big Mac puisque ça faisait exactement 2,50 €. Donc en l'an 2000, le Big Mac était à 2,50 €. Aujourd'hui, un Big Mac, c'est 4,40 €. Vous allez me dire, ouais, Hermès, ça ne fait pas x2. Non, ça ne fait pas tout à fait x2. Mais en fait, c'est pas loin, réellement. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ou 2008 ? C'est que notre président de la République à l'époque, qui était en place, Nicolas Sarkozy, avait décidé de passer la TVA sur la restauration de 20% à 10%. Donc si on rajoute 4,40, 10%, grosso modo 4,80, donc on peut dire que c'est quasiment x2 sur un Big Mac. Ah, et tout est lié, hein, bizarrement. Donc, en fait, la vie en général, mon Big Mac, l'essence et le pain, x2, le SMIC, plus 34%. L'inflation dite par nos représentants, 25%. Très honnêtement, comment c'est possible que notre niveau de vie a augmenté, entre guillemets, de x2, mais que l'intégralité des marchés financiers, entre guillemets, a fait fois... On revient dans le 2000, fois c'était 15 000 milliards. Vous voyez, avec l'inflation, etc., a fait x5. Parce que les capitaux se déplacent. Ni plus, ni moins. Et j'ai bien l'impression, moi, que les capitaux vont bien finir par se déplacer dans les cryptoactifs. En somme, si vous prenez 1% des stocks, 1% des autres stocks partout dans le monde, des bonds ou des autres bonds partout dans le monde, et qu'on commence à dire, notamment JP Morgan, dit le Bitcoin, c'est une hausse, c'est normal, car l'inflation, et que on va essayer de se protéger plus par les bons du trésor, parce que s'ils n'augmentent pas les taux, et on rentre, et là on en parle beaucoup sur les marchés sur les réseaux, etc., ce qu'on appelle une période de stagflation. On ne va pas en parler maintenant, la vidéo va durer des heures sinon. Donc je vous marquez sur internet stagflation. Il y a des personnes et des traders très compétents qui en parlent bien mieux que moi et qui en parleront bien mieux que moi sans aucun problème. Et ben je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un switch dans les esprits pour dire en fait le seul truc pour faire du blé sur les 4 prochaines années, c'est la crypto-monnaie. Je peux me tromper, mais j'ai bien l'impression de ça. En somme, si demain la crypto-actif passe de 1 à 5%, ce qui n'est pas ouf, hein, de 1 à 5% sur les 10 prochaines ou 20 prochaines années, et ben on fait le calcul rapide, grosso modo, c'est 15 000 milliards de valorisation sur les cryptoactifs. Bitcoin, sur un taux actuel en fait normalisé, grosso modo, Bitcoin à 800 000 $. Je pense, entre 700 et 850 000 $. Est-ce que c'est délirant ? Non. Est-ce que sur les 10 prochaines années ou les 20 prochaines, 15 prochaines années, Bitcoin à 1 million, est-ce que c'est délirant ? Non, je pense pas, parce que ce schéma-là m'indique ou me donne un biais psychologique, certes, que ça pourrait bien arriver. Voilà, surtout si on parle d'inflation, de stagflation, et puis suivi d'une inflation, bien sûr, parce que la stagflation est suivie généralement d'une inflation, et comme ça, tout le monde est content, et les cryptos in the moon, pourquoi pas ? Moi, j'y crois. C'est pour ça que je suis sur ce marché, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Je pense que dans 20 ans, eh ben on pourra, je l'espère, et si ce n'est pas le cas, ben j'espère qu'on le verra arriver. À ce moment-là, on se redirigera vers d'autres assets, d'autres actifs financiers, bien évidemment. Peut-être les bons du trésor, peut-être autre chose, peut-être des actions du CAC 40, du Nasdaq. On en parlera, mais à ce moment-là, il faudra juste agir et surtout s'adapter, tout simplement. Je finis cette vidéo. Je pense que ça fait longtemps que je parle. J'en suis désolé. C'est lundi, c'est vraiment pas top. Bon, à partir de demain, j'essaie de faire du moins de 20 minutes. Ok ? Dernière petite action. Ou sinon, je vous en parle demain de l'action. Ouais, je vais rester là-dessus et je vous en parle demain. On va faire ça. Ça va pas beaucoup bouger d'ici à demain, je pense. C'est juste parce que j'ai eu une petite alerte sur TradingView tout à l'heure. Donc, je me suis dit, ou hier, et je voulais vous en parler. Enfin, pas hier, donc jeudi, parce que la vidéo, je la tourne vendredi soir. Mais au moins, vous avez tout ça pour lundi, pour repartir sur de bonnes bases. Vous gommez les biais psychologiques, on arrive en fin de mois. Si le Bitcoin est à 50 000 $, eh ben, c'est pas grave. Si aujourd'hui ou si demain il est à 70 000 $, eh ben, tant mieux. Et à ce moment-là, on mettra en place des stratégies pour commencer à prendre des profits. Si vous n'êtes pas dans le Bitcoin et vous voulez investir aujourd'hui dans le Bitcoin, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, mettez une toute petite partie de votre capital et s'il vous plaît, lissez vos achats. Voilà, tout simplement. Que vous soyez trader, pas trader, des traders. Dans tous les cas,
On met jamais 100% de son capital sur une idée de trade. Je vous laisserai là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!